Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de gradient conjugué. Donc l'idée, c'est, je vais vous expliquer en une heure comment on peut résoudre un système AX égale B en utilisant ce qu'on appelle une méthode itérative. Jusqu'ici, vous avez vu, en tout cas ceux qui n'ont pas eu le cours d'analyse numérique avec moi au premier quadri, que pour résoudre un problème, un système linéaire comme AX égale B, on avait des méthodes de type élimination de Gauss. On peut utiliser des méthodes qui utilisent le caractère creux de la matrice, des méthodes frontales, etc. Ces méthodes sont dites des méthodes directes. C'est-à-dire que vous êtes absolument sûr que votre méthode va finalement vous donner un résultat avec un nombre d'opérations qui est connu à l'avance. C'est une méthode directe, c'est un algorithme, c'est une formule. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aussi résoudre des systèmes linéaires de façon itérative. C'est-à-dire non pas avec une formule, mais en utilisant un algorithme itératif, c'est-à-dire en démarrant disons, d'une position initiale dans Rn, si ma matrice est dans Rn, donc d'un point initial, et en faisant améliorer progressivement mon hypothèse, mon guess, si vous voulez en anglais, jusqu'au moment où on va obtenir la solution du système à x égale b. Alors, la méthode que je vous présente aujourd'hui s'appelle les gradients conjugués. C'est pas simple. On l'a vu au cours d'analyse numérique LMA 1170, et l'auteur de la publication de référence que j'utilise ici et qui est sur le site du cours considère que les façons habituelles d'enseigner le gradient conjugué, en tout cas lui il l'a ressenti comme ça étant étudiant, eh bien ça lui a donné une souffrance indescriptible. Il appelle ça agonizing pain. Et donc, il a décidé lui-même, étant professeur d'université à Berkeley, de réécrire finalement la méthode dans une version plus géométrique et possiblement un peu plus intuitive. Il se fait que c'est celle-là que je vais utiliser aujourd'hui et que je vais m'efforcer de suivre du mieux possible. Donc, les notations vont être celles de Jonathan Chemchuk et le déroulé de cette présentation suit exactement le déroulé de cette publication, qui n'est pas une publication scientifique, même si elle est extrêmement citée, c'est simplement un espèce de cours qu'il a proposé sous forme d'une publication. C'est très bien, merci. Et donc, commençons. On va commencer par l'idée de minimisation d'une forme quadratique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par minimisation d'une forme quadratique? Nous avons, en fait, une matrice A. Donc, c'est la matrice de AX égale B, okay, où je cherche X étant donné B, qui est une donnée, et A qui est une autre donnée. Et ça, c'est l'inconnu. Okay, c'est l'inconnu. Donc, je cherche X, solution de AX égale B, où A est une matrice réelle, symétrique, définie, positive. Évidemment, une matrice carrée, réelle, symétrique, définie, positive. Alors, une matrice symétrique définie positive, vous savez ce que c'est, et on peut, en fait, relier le caractère défini positif, symétrique défini positif, d'une matrice à plusieurs de ses propriétés. La première, c'est de dire une matrice est définie positive si toutes ses valeurs propres sont strictement positives et réelles. Alors, toute matrice symétrique n'a que des valeurs propres réelles, mais elles peuvent avoir des signes différents. Une matrice est symétrique, c'est symétrique évidemment, et définie positive si toutes ses valeurs propres sont strictement positives. On sait qu'elles sont réelles, mais elles sont toutes strictement positives. Une des conséquences de ça, c'est que pour n'importe quel vecteur x de Rn, n'importe quel vecteur d'entrée, eh bien, la forme quadratique suivante, x transposé x, est définie positive, c'est-à-dire qu'elle est positive. Ce qui veut dire que, ici je l'écris en termes de composantes, la somme sur i égale 1 jusqu'à n, somme j égale 1 jusqu'à n, et xi, xj fois aij, est strictement positive. Alors, une forme comme ça, ok, des matrices comme ça, excusez-moi, des matrices comme ça, on en rencontre entre guillemets dans la nature. Et celle que vous avez générée, celle que vous avez créée dans le cadre de votre devoir 4, qui correspond à la discrétisation de l'opérateur laplacien, ok, la version discrète de l'opérateur laplacien, c'est en fait une matrice symétrique définie positive, celle que vous avez eue. On peut démontrer que c'est vrai. Alors, c'est lié au caractère coercif de la forme bilinéaire que vous utilisez. Soit, je l'ai noté là, vous verrez ça plus tard dans le cadre du cours, mais croyez-moi,
quand vous discrétisez un Laplacien, vous le remplacez l'action d'un Laplacien sur une fonction continue ou U par l'action d'une matrice sur un vecteur d'inconnu ou nœud, et bien ça, en fait, cette matrice-là qui correspond à l'opérateur Laplacien est bien symétrique, définie positive. L'hypothèse que je fais là correspond à un grand nombre de problèmes qu'on rencontre en pratique. Alors, quelle est la forme quadratique qu'on va considérer? On va considérer cette forme quadratique. Okay. Ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est que cette forme quadratique-là, donc c'est une forme qui est en fait qui part de Rn, x appartient à Rn, et qui va dans R. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est que le minimum pour tous les x de Rn de f de x est strictement équivalent à x égale b. Donc si je prends cette fonction et je la minimise, eh bien je retrouve exactement ax égale b. Alors, comment est-ce qu'on prouve ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va perturber. On va supposer que x est bien la solution de ax égale b, et on va perturber ce x. On va calculer, on va perturber de x avec un certain vecteur e de Rn. Aussi grand que je veux, c'est n'importe quel vecteur de Rn, je le perturbe, x. Et j'évalue f de x plus e. Donc j'injecte x plus e dans f, je tombe sur les 4 premiers termes ici, qui correspondent évidemment au 1 demi de x plus e transposé à x plus e, et j'ai les deux derniers termes négatifs qui se transforment moins b transposé x plus e. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va réorganiser le truc, on va les réorganiser ici. On fait passer ici le 1 demi x transposé à x moins b transposé x ici, là et là. Donc on obtient ce terme-ci, okay, qui en fait est f de x, on retrouve f de x. On a ici e transposé à x valant b, ça fait e transposé b, moins b transposé e, ces deux-là s'entretuent, et il nous reste ceci. Donc, quand j'ai perturbé f, et je l'évalue en x plus e, je retombe sur f de x, auquel j'ajoute ceci. Ceci qui, évidemment, est strictement positif. Pourquoi? Parce que la matrice A est symétrique, définie positive. Donc, étant donné le caractère symétrique défini positif, on montre ici que le x est vraiment le minimum global de la fonction, c'est-à-dire que je peux la perturber n'importe comment, je tombe toujours sur un truc plus grand. Alors, est-ce que je pourrais avoir d'autres minimums, qui seraient des minimums locaux? Également, parce que ma fonction ici est une fonction convexe, okay, donc au sens de ce que j'ai écrit ici, et que donc elle n'a qu'un seul minimum. Alors, cette fonction, en fait, elle a une certaine forme. Donc en dimension 2, et on va continuer à parler là-dedans, si j'écris f de x égale constante, une certaine constante, j'obtiens en fait une courbe dans Rn, qui est une ellipse. Toutes les ellipses sont centrées sur la solution x, ok, la solution x, solution de ax égale b. Et donc, si vous prenez d'autres x, d'autres constantes, d'accord, des constantes de plus en plus grandes, vous avez des ellipses. Donc, ces fonctions forment un faisceau d'ellipses, okay, f x forme un faisceau d'ellipses. Eh bien, en dimension n, c'est pareil, ce sont des énormes ellipsoïdes. Et ce qu'on cherche, grosso modo, en réseau à x égale b, c'est le centre de cette ellipsoïde. Alors, on va utiliser évidemment, donc comme dans le papier de référence, un fil rouge, c'est-à-dire une matrice et un vecteur, un membre de droite, choisi de façon un peu intelligente pour qu'on puisse voir des choses. Donc on voit que si j'écris ax égale b, eh bien x, mon vecteur x ici, la solution, si je regarde ici, ça va être 2 moins 2. Okay, ça c'est ma solution. Alors qu'est-ce que je vois ici? Donc ça c'est ma fonction f. On ne la crée jamais juste pour dessiner. Donc il est clair qu'on ne construit jamais la forme quadratique quand on fabrique ce genre d'algorithme. Mais ici on a tracé cette forme quadratique pour différentes valeurs de la constante. Alors, on a une fonction f de Rn dans R, et on voudrait évidemment trouver son minimum. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, imaginons que j'ai un point x0 quelconque de Rn. Ce point-là, il est situé sur une courbe de niveau qui appartient à une certaine ellipse. On le sait, hein, donc en Rn, une méga ellipsoïde. Et donc, qu'est-ce que je sais?
je peux me rappeler de ce que j'ai fait en maths 2. Je sais que c'est déjà loin, mais je vous rappelle que je peux calculer en fait un vecteur en x0 qui est le gradient de f évalué en x0. Alors ce gradient de f, on peut dire plein de choses sur lui. La première chose, c'est qu'il est orthogonal à la courbe de niveau qui passe par x0. Cool. Ce qui est logique, puisque le long de x0, le long de la courbe de niveau, excusez-moi, f ne varie pas. Donc il n'y a pas de dérivée ici, puisque f égale constante le long de la courbe de niveau. Qu'est-ce que je sais aussi? C'est que si je vais par là, je fais augmenter f. J'augmente f. Donc si je me dirige par là, j'augmente f. Donc si je vais dans la direction du gradient, f augmente. Et donc si je vais dans la direction de moins le gradient de f, je sais que ma fonction, par rapport à sa valeur, va diminuer. En tout cas, localement, elle va un petit peu diminuer. Je ne sais pas jusqu'où elle va diminuer. Elle va diminuer. Donc il ne serait pas idiot d'imaginer de chercher un meilleur point que x0, donc un point qui correspond à une plus faible valeur de f, comme x0, dans la direction de moins le gradient. Alors, le gradient de ma fonction quadratique, le gradient de 1 demi de x transposé à x moins b transposé x, ben ça va me faire ax moins b. Ok? Et ça, j'appelle ça moins le résidu. Donc b moins ax, j'appelle ça le résidu. Donc ça, le résidu est dans la direction, enfin c'est un vecteur, dans la direction qui est moins le gradient. Donc j'appelle ceci mon résidu. Je suis à un point x0, j'ai mon résidu. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Dans cette direction-là, quelle est la tête de ma fonction f? Donc je vais prendre un point quelconque dans cette direction-là. Un point quelconque ici, qu'est-ce qu'il a comme coordonnée? x0 plus alpha r. Alpha étant un scalaire. Okay, et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce point-là et je vais l'injecter dans la fonction. Je tombe sur ce bousin-là. Alors, à quoi ça correspond le long de alpha? Okay, si ça c'est alpha, f, ça correspond en fait à une parabole. Okay, pourquoi? Parce que regardez, j'ai un terme en alpha carré, j'ai ici deux termes en alpha, et puis des termes indépendants. Et donc, bon, on peut calculer le minimum d'une parabole, enfin l'extrémum d'une parabole, c'est moins b, c'est f fois moins b sur a. Donc je calcule l'extrémum de ma parabole, et je trouve le alpha extrémum, ici. C'est le alpha optimal. Ok? Le alpha optimal. Ce alpha optimal, je le calcule assez facilement. Ok? Le voilà. C'est celui-là. Alors, est-ce que c'est bien un minimum? Ben oui. Regardez. Le coefficient de alpha carré, c'est 1 demi R transposé à R. Et R transposé à R, c'est positif. Pourquoi? Parce que A est défini positif. Ce qui veut dire que ben, ma parabole, elle sourit. Elle a bien un minimum. Et donc, si je trouve, donc, en trouvant, donc, grosso modo, le long de cette ligne-là, partout dans Rn, le long de cette ligne-là, le alpha que j'ai choisi me trouvera la meilleure solution possible parmi tous les points de cette ligne-là. Pourquoi? Parce que le long de cette ligne-là, ma forme quadratique, c'est une parabole. C'est exactement une parabole avec un seul minimum, qui est celui-là. Donc c'est chouette. Ma méthode commence à s'affiner. Je pars d'un point, je vais là, et je suis sûr de trouver dans cette direction-là la valeur la plus petite possible de ma fonction. Qu'est-ce qui se passerait si alpha vaut 0? Et si alpha vaut 0, ça veut dire que le résidu vaut 0. Si le résidu vaut 0, ça veut dire que le gradient vaut 0. Et si alpha vaut 0, ça veut dire qu'on a la solution. Et comme il y a un seul minimum, il y a un seul point dans Rn où le gradient est nul, on a trouvé. Tout se passe bien jusqu'ici, on est pas mal. Hein, et donc regardez un petit peu géométriquement, ça c'est issu de la référence. Donc ça c'est issu de la référence. J'ai un point x0 ici. Donc x0, il est là. Et qu'est-ce que je vois? Ben, le gradient il est comme ça, ici, ça c'est le gradient de f, x0. Donc je vais aller dans la direction de moins le gradient, et je vais aller jusqu'où? Jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'en ce point-là, la dérivée de ma fonction le long de cette droite-là est nulle. C'est-à-dire que le gradient de ma fonction va être orthogonal. Ça, c'est le gradient de f en x1. Donc le gradient de f à l'itéré suivant est orthogonal à la direction précédente.
Oui, c'est logique, puisqu'après, ma fonction réaugmente. Donc j'ai un point x1. Et ensuite, je vais calculer son gradient, okay, en x1, qui va moins le gradient, je vais aller par là, et je vais avoir un x2, etc. On voit un petit peu comment la méthode pourrait fonctionner. Et voilà donc l'écriture de l'algorithme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer avec un certain x0. Je vais calculer mon premier résidu, b moins x0. Je vais ensuite calculer le alpha optimum, celui qui va me donner, là, finalement, de combien je dois avancer dans la direction de R0 pour avoir le minimum dans cette direction-là. Et je mets à jour mon vecteur x. Et je continue jusque quand? Jusque quand? Eh bien, jusqu'au moment où le résidu est plus petit que epsilon fois quoi fois b. Mais si je prends x égale 0, mon résidu vaut b. Enfin, le norme de mon résidu vaut b. Donc, b, c'est une espèce d'ordre de grandeur de ce que serait un résidu à un point mal foutu, le point 0. Et donc, ce que j'essaye, c'est de diminuer le résidu par rapport à b, qui a la dimension d'un résidu. C'est un peu ça l'idée. Okay, donc, pour faire, et donc, epsilon, je vais mettre 10-4, 10-6, c'est ce que vous voulez. Et un truc qui est sûr, c'est que cet algorithme-là, à chaque étape, la valeur de la fonction descend. Et donc, j'aurai un gradient de moins en moins élevé. Et donc, je vais converger. Alors, en combien d'itérations, c'est ce qu'on va voir plus tard, mais a priori, regardez ici, ça zigzague pas mal. Donc, on n'a que 2 inconnus, mais on a peut-être 10-15 itérations. Donc ça, c'est issu du bouquin de référence. Ça, c'est issu d'un petit code Python que je vais vous donner. Pourquoi? Ici, qu'est-ce qu'on voit? 4 lignes de code. Moi, quand je vois un algorithme comme ça, je me dis 4 lignes de code. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en 3e année d'ingénieur, vous avez eu un cours de Python, un cours de Java, vous avez eu un projet en C. Donc, vous êtes a priori des gens qui savaient programmer. Quand vous avez, disons, une version théorique d'un algorithme comme ça, je vous la donne, la première chose, à mon avis, ce que vous devez faire, c'est vous jeter sur votre ordinateur et coder les 4 lignes et voir si ça a la tête que ça doit avoir. Donc ici, dans le cas de ce cours, je vais vous donner le code Python et je vais vous montrer comment il marche. On va aller sur l'autre device. Voilà. Donc où est-ce qu'il est mon code Python? Hop là, voilà. Voilà. Donc ça, c'est un petit code Python de rien du tout. Ok. Avec un petit peu de graphisme. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Si vous regardez ici, vous avez, en fait, on limite les itérations à un nombre maximum d'itérations qui est 10. On pourra mettre 20 si on veut aller, on va mettre 20. Et on voudrait que delta c'est R transposé R, okay, soit plus grand que delta 0, donc c'est mon fameux P, qui est au carré, fois epsilon carré. Donc c'est la même, j'ai tout mis au carré ici, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc ici, j'ai déjà bêtisé un peu, donc je débêtise. Je remets ça proprement, paf. Ok, voilà. Donc, je calcule mon alpha, exactement comme dans l'algorithme. Je dis que alpha, c'est R transposé R sur R transposé AR. Ensuite, j'update, je mets à jour X. Je stocke dans un petit vecteur pour pouvoir faire le petit dessin qui est joli après. Ensuite, je recalcule le résidu, okay, je recalcule le delta, etc., jusqu'au moment où j'ai convergé. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, par exemple, ici, on a fait l'algorithme de base. Voilà. On est parti d'un point ici. On a vu qu'on a convergé en un certain nombre d'itérations. Je ne l'ai pas indiqué. Et voilà, ça fait exactement ce que ça doit faire. Si, par contre, je démarre d'un autre point, ok, si je démarre, si je pense que c'est moins de 2, je pense que moins de 2 est assez moche. Ok, on va essayer un autre. Voilà, on reroule le truc. Oups. Voilà. Ça zigzague un peu plus. D'accord? Alors, il existe, donc parmi les algorithmes de gradient, des variantes. On pourrait par exemple imaginer de ne pas prendre comme pas le pas optimum, mais un pas constant. Regardez ici, je vais prendre alpha, qui vaut 0,2, 0,12, imaginez. Ça peut marcher, sauf que moralement, ça pourrait ne pas marcher, parce que vous pourriez, en une itération, aller tellement loin que vous allez être encore pire que ce que vous étiez avant. Donc si vous allez trop loin, vous risquez de vous éloigner de ce que vous voulez.
Donc voilà. Si je prends 0,12, ça a l'air de marcher. Bon, ça prend un temps relativement long, vous avez un nombre d'itérations énorme, mais ça a l'air d'être à peu près fonctionnel. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je prends 0,3, ok? Je sais que ça ne marche pas, donc je vous le montre. 0,3, qu'est-ce que ça fait? Kaboum. Bah oui, kaboum. Le truc ne fonctionne pas, évidemment, parce que aux premières itérations, c'était pas trop mal. Là, et puis ici, en fait, on s'est éloigné de notre maximum, et on va commencer à osciller, parce qu'on va en fait rester à peu près sur la même direction, et osciller indéfiniment dans la même direction. On peut montrer que c'est comme ça, mais enfin, on n'a pas le temps aujourd'hui. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est faire ce qu'on appelle de la sous-relaxation. C'est de mettre 0,9. On va mettre 90% du pas. Là, on sait que ça marche. Parce que je suis sur une parabole, je vais vers le minimum. Si je prends 90%, je sais que je suis entre ma valeur et le minimum. Okay, étant donné que la fonction est strictement, ici, entre ma valeur et le minimum, elle est monotone, je vais être quelque part qui va, de toute façon, améliorer ma valeur. Donc là, je m'attends à ce que ça marche. Okay, donc essayons. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Ça marche, quoi. Ça marche, moins bien, mais ça marche. Si je mets 0,1, alors là, on risque d'avoir quelque chose d'assez rocambolesque. Regardez, bah oui, c'est plus monotone, mais c'est un peu moins sympa. Alors c'est parfois conseillé de le faire, hein, parce que ça permet en fait d'avoir des convergences plus monotones. Maintenant, si je mets 2 fois le pas, vous vous dites, ça risque de ne pas marcher, parce que là, j'ai aucune garantie que je ne vais pas en fait augmenter ma fonction objectif. Regardez ici, bah oui, clairement, badaboum, ça ne marche pas. Voilà, terminé pour la petite démo. On continue, on repasse sur l'autre device. Donc, pour terminer, donc ça c'est ce que je vous ai montré. Le centre de gradient, vous pouvez prendre une valeur, je dirais quelconque. C'est pas interdit. Okay, vous pouvez prendre une valeur quelconque pour le faire. Revenons à notre fil rouge. Donc, clairement, vous avez ici V1 et V2 les vecteurs propres. Vous avez ici une matrice diagonale avec les valeurs propres. Et puis vous avez ici V1 et V2 les vecteurs propres transposés pour avoir la diagonalisation de la matrice A. Alors, un petit truc qui est sympa, sur pas grand chose, mais qu'on peut dire que c'est-à-dire si vous êtes ici en un point, et si votre gradient est aligné avec un des vecteurs propres de la matrice A, c'est-à-dire si votre gradient est aligné avec un des vecteurs propres de la matrice A. C'est moins ici, comme ça. D'accord? RI, c'est moins AX moins B. Alors, il est relativement facile de montrer que le alpha I, RI transposé RI sur RI transposé ARI, ARI, étant donné que R est un vecteur propre, ça fait lambda RI. Okay, et donc, on a finalement un pas qui est 1 sur lambda. Et donc, si xi plus 1 vaut xi plus v fois 1 sur lambda, et donc, si je multiplie à droite par a et à gauche, ben je trouve qu'en fait, a fois xi plus 1 va être exactement égal à b. Et si axi plus 1 est égal à b, ça veut dire qu'à l'itération suivante, ben, vous avez résolu le système, puisque axi plus 1 est égal à b, ça veut dire que xi plus 1 est la solution. Donc voilà, c'est juste un truc qui est assez sympa, c'est de se dire, ben, quand vous faites une méthode de gradient, il y a des directions, si vous pouvez très très bien avoir une convergence en zigzag bien compliquée, et puis si vous êtes à un bon endroit, vous pouvez converger d'un coup. Une autre chose que vous pouvez imaginer, c'est que si toutes les valeurs propres de votre matrice sont égales, alors votre faisceau d'ellipsoïde se transforme en un faisceau de cercle. Ce qui veut dire qu'en n'importe quel point, vous pointez toujours, votre gradient pointe vers le centre. Pourquoi? Parce que si vous avez toutes les valeurs propres sont les mêmes, n'importe quel vecteur est un vecteur propre. Et donc ici, je vais pointer vers le centre. Donc, si toutes vos valeurs propres sont les mêmes, eh bien, vous allez converger en une itération. Donc, l'algorithme de gradient, sur une matrice identité, il va converger en une itération. Alors, je ne dis pas ça dans le vide, parce que ce qu'on essaie souvent de faire en algèbre linéaire numérique, c'est de prémultiplier, de trouver ce qu'on appelle un préconditionnement à la matrice, pour en fait faire en sorte que ces valeurs propres soient le plus concaténées possible. Ce qu'on dit, elles sont clustered, bounded away from zero. Donc, qu'elles forment un cluster, okay, sur l'axe réel, qui soit le plus loin possible de zéro. Et dans ce cas-là, en fait, notre matrice, sa représentation en termes de forme quadratique, ressemble super fort à des sphères. Et donc, les algorithmes de type gradient conjugué, vont
converger vachement mieux vers la solution que quand on a des ellipsoïdes avec des grands facteurs d'aspect, avec des grands différences de valeur propre. Donc, un truc un petit peu embêtant mathématiquement, mais pas tellement compliqué, que j'ai résumé, qui prend un peu plus de place dans la référence. C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer mathématiquement la convergence de l'algorithme de la plus grande pente. Comment est-ce que je vais faire? Je vais d'abord définir un truc très important qui est l'erreur. EI, c'est simplement la valeur exacte que je cherche moins xi. Okay. EI, c'est x moins x, ou xi moins x, je ne sais plus, enfin c'est x moins x. Et donc, ce qui m'intéresse de savoir, ce serait comment est-ce que la norme de EI plus 1 est égale à quelque chose fois la norme de EI. C'est-à-dire que quand j'ai effectué une itération, de combien je me suis rapproché de la solution. Alors ça, on va voir qu'on peut le calculer de façon approximative, de borner, trouver les bonnes bornes à ce point d'interrogation qui est là, à cette valeur. Et donc c'est clair que si c'est 3, par exemple, si c'est un tiers par exemple, hein, donc si chaque fois j'ai un tiers de moins, en 10 itérations, j'ai un tiers exposant 10 de réduction de l'erreur, ce qui est énorme. On va voir qu'on ne fait pas un tiers, on va être plutôt à 0,9999, quelque chose comme ça. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de maths. Première chose qu'on doit remarquer, que vous pouvez remarquer, c'est que, en fait, l'ensemble des vecteurs propres de la matrice, ces vecteurs propres forment une base orthogonale de Rn, orthonormale de Rn. Donc je peux exprimer n'importe quel vecteur de Rn dans cette base. Donc, par exemple, je peux exprimer mon erreur à l'étape I dans la base des Vj, avec des coefficients qui sont les xij. Sachant que mon résidu c'est b moins ax. Okay, et que si je dis que xi, d'accord, regardez, xi c'est égal à x moins ei, okay, donc j'ai b fois xi, ça va être b moins x, c'est b fois, si je fais a fois xi, j'ai a fois x moins ei, ça va me faire b moins a ei. Ok, et donc il y a un plus ici. Alors voilà, ça donne ça. Et donc mon résidu vaut a fois l'erreur, et donc vaut a fois la décomposition de l'erreur, et donc a, je le fais passer à l'intérieur, a fois vj me donne lambda j, et donc lambda j vj évidemment, et donc on a les coefficients ici, xi, j, lambda j, de mon résidu ri dans la base des vecteurs propres. De là, on peut calculer des tonnes de trucs. Je vais vous faire le premier, qui est totalement bête, vous pouvez faire les autres, hein, parce qu'on a la décomposition R et on a la décomposition de E, vous pouvez tout faire. Donc si ici, je dis la norme de I, EI au carré, donc ça fait somme sur I, somme sur J, des xij, xi, VI transposé VJ. Okay. VI transposé VJ, ça vaut delta IJ, puisque les vecteurs propres sont orthonormés, sont de norme 1 et orthogonaux entre eux. Et donc ça c'est égal à la somme sur I et xi I au carré, comme c'est écrit ici. Somme sur J, xij au carré, delta IJ, vous choisissez I ou J, etc. Vous pouvez faire toute une série de trucs. Et de là, vous pouvez calculer la norme de EI, une norme spéciale de EI. Une norme définie à partir de la matrice A. Deuxième concept intéressant, c'est que quand une matrice A est symétrique définie positive, cette matrice peut induire une norme dans Rn. C'est-à-dire que je peux définir la norme de X, étant donné la matrice A, comme X transposé à X, okay, la norme de X au carré. Okay. Alors ça, c'est une bonne norme, parce que, en fait, vous pouvez définir un produit scalaire, X, Y, A égale X transposé à Y. C'est un bon produit scalaire, puisque, en fait, il est symétrique, donc parce que la matrice est symétrique. Il est, comment, défini positif, c'est-à-dire que vous remplacez X, Y par X, ou la norme de X par lui-même est positif. Et la seule façon qu'il soit nul, c'est de mettre X égale 0. Donc c'est une bonne façon de définir une norme. Et donc je calcule, et pourquoi est-ce que je choisis cette norme-là? Parce que c'est la norme naturelle dans le cadre de ce genre disons, de joyeuseté. Et ce que je peux montrer, c'est que, étant donné toutes ces petites, ces petits calculs un petit peu embêtants, c'est que je peux en fait remplacer EI plus 1 par,
je sais que EI plus 1 égale EI plus alpha I, excusez-moi, RI. Pourquoi? Parce que j'ai XI plus 1 égale XI plus alpha I RI. Si XI plus 1, je fais X moins ceci, je fais X moins ceci, et j'ai en fait les erreurs suivent la même progression, okay, suivent la même relation de récurrence que les positions. Donc, connaissant ça, je remplace EI plus 1 par EI plus alpha IRI, j'utilise tous ces machins-là et je tombe là-dessus. Je dis que l'erreur à l'étape I plus 1 au carré, la norme dans la base, étant donné la matrice A, et la norme à l'étape I fois un certain oméga. Donc, la norme au carré est égale fois oméga carré. Et ce oméga, c'est un machin comme ça. Alors, le regarder comme ça, on peut se gratter la tête pendant pas mal de temps en dimension n, on peut faire pas mal de calculs qui sont embêtants. Le plus marrant, c'est de le regarder en dimension 2, donc en n égale 2. Donc là, on n'a plus que deux paramètres, et on va choisir des paramètres pas n'importe lesquels. On va choisir le nombre de conditionnements de la matrice, qui est la plus grande valeur propre divisée par la plus petite valeur propre, et mu, qui en fait, qui dépend du point de départ de l'algorithme. Si vous voulez, si j'ai mes deux vecteurs propres, si V1 et V2, ok, si on se souvient ce que c'était l'exi, c'était l'erreur, c'est les composantes de l'erreur. Donc imaginons que ça, ce soit ma solution, x, ça c'est x0. Okay. Ça c'est xi1 et ça c'est xi2. Okay. Et donc, le rapport xi2 sur xi1, okay, c'est un espèce, xi2 sur xi1, c'est un espèce de tangente θ ici. C'est exactement une tangente θ. C'est la tangente θ, c'est en gros la pente de l'erreur. Okay. Donc l'erreur, elle est ici, hein, il est ici. La pente de l'erreur par rapport au système des vecteurs propres de la matrice. Et donc ce qu'on montre ici, c'est que quand cette pente est à 45 degrés, c'est terrible. Hein. Par contre, quand elle est le long d'un des axes, donc soit par exemple, typiquement, imaginons que xi2 sur xi1 vaille 0, okay, ça veut dire mu vaut 0. Si mu vaut 0, regardez, vous obtenez k exposant 4 sur k exposant 4, donc ceci vaut 1. Mais ça, c'est ce qu'on avait déjà dit. Si on est le long d'une des directions, okay, si l'erreur est le long d'une des directions d'un des vecteurs propres, on tape sur la solution. Dernier truc qu'on peut dire, c'est si kappa vaut 1, même chose. Donc ce sont des cercles, on converge en une itération. Le pire des cas, ce qu'on peut montrer, c'est quand kappa égale plus ou moins mu. Ça, c'est le pire des cas. Et donc, c'est ce que je montre ici. Si k mu égale plus ou moins kappa, c'est la même chose, et bien là, c'est le plus mauvais cas. Et on va se placer dans ce plus mauvais cas pour calculer la convergence. Parce que si on sait que le k est plus ou moins mu, on peut, oméga ne dépendra plus que d'un paramètre, qui est kappa. On va choisir kappa. Et donc, ici, si je prends le cas le pire, je peux montrer que oméga est borné par kappa plus 1, kappa moins 1 sur kappa plus 1. Et donc, que l'erreur à l'étape I plus 1, ça va être égal à l'erreur à l'étape 0 fois, en fait, un facteur, oméga, exposant. Alors, oui, que vaut ce oméga? Vous me direz, maintenant, le nombre de conditionnements d'une matrice, ça peut être plein de choses. Sauf que vous faites des éléments finis. Et heureusement, quand on fait des éléments finis, on peut avoir une très très bonne idée de ce qu'est le nombre de conditionnements de nos matrices. Et donc, si vous avez votre problème, ça c'est votre domaine oméga. Vous avez plein de maillages, de plein de domaines différents, avec des engrenages, des trucs, des smileys, etc. Et donc, je vais définir un premier truc qui est le diamètre de mon domaine. Je vais l'appeler L. C'est quoi le diamètre de mon domaine? Ben, vous prenez la boîte englobante de votre domaine et vous prenez une grande diagonale, une des diagonales. Ça, c'est un L. C'est la taille de votre domaine. C'est la plus grande longueur d'onde qui peut vivre dans ce domaine-là. Voilà. Ensuite, dans votre domaine, vous avez des triangles. Super, vous avez des triangles. Et vos triangles, en fait, on va définir en fait une taille. C'est le rayon du cercle inscrit de mon triangle. Ce rayon-là, je vais l'appeler H. Et je vais, en fait, ça c'est le H de mon triangle T. Ok, c'est mon triangle. Et le H que je considère ici, c'est le minimum
sur tous les triangles de HT. Okay, donc, quand on va calculer, par exemple, le conditionnement de la matrice, ce qui est intéressant, c'est le plus petit triangle, celui qui a le plus petit rayon interne. Il peut avoir un plus petit rayon interne parce qu'il est petit ou parce qu'il est plat. Donc dans les deux cas, c'est pas bon. D'accord? Vous avez un triangle très plat, c'est pas bon. Si vous avez un triangle très petit, c'est pas bon. Et donc, j'ai un facteur adimensionnel que j'appelle n sur h, qui est donc le diamètre de mon domaine divisé par la taille de mon plus petit triangle. Eh bien, le kappa, dans le cadre de ce que vous avez fait au devoir 4, il est l'ordre de grandeur de L sur H au carré. Alors, vous avez fait plein de maillages. Il y en a qui étaient très simples, avec très peu de triangles. Bon, votre L sur H, il va être peut-être égal à 10. D'accord. Mais ça, c'est pour un cas très très simple. Pour un cas un moindrement compliqué, enfin un tout petit peu compliqué, et vous en avez eu des beaucoup plus compliqués que ça, on peut considérer que L sur H qui vaut 100, c'est pas ridicule. C'est pas grand du tout. Alors, ça signifie qu'on a un nombre de conditionnements de 10 exposant 4. Et quand donc le oméga, il vaut 0,99998. Et que si je fais oméga exposant 100, j'ai à peu près 0,98. Donc au bout de 100 itérations de cet algorithme, je ne vais réduire mon erreur que de 2%. Or, je voudrais réduire mon erreur pas de 2%, je vais la réduire de 99,999%. Je vais la réduire de 10-4, 10-5, 10-6. Donc, il va me falloir un nombre d'itérations absolument terrible, terrifiant, pour faire fonctionner l'algorithme du gradient pour des problèmes simples. C'est un Laplacien. Maintenant, si on va faire de l'électromagnétisme bientôt, on va voir, en fait, des Laplaciens, mais avec des propriétés, je dirais, magnétiques, puisqu'on va faire de l'électromagnétique différentes. On va avoir de l'air, avec une perméabilité relative magnétique de 1, et un acier doux, avec une perméabilité magnétique relative de 1000. Eh bien, mettez ces 1000 en plus au compte du conditionnement. Vous allez encore avoir un 1000 de plus dans le conditionnement. Donc, au lieu d'avoir 10 exposant 4, on va être à 10 exposant 6. Et 10 exposant 6 de conditionnement, c'est un petit maillage. Pour avoir 10 exposant 7, c'est pas un souci. On doit pouvoir résoudre des problèmes, c'est des problèmes physiques de base de l'ingénieur qui ont un conditionnement 10 exposant 6, 10 exposant 7. C'est impossible autrement. On ne pourra pas passer à côté. Le fait est que cet algorithme-là ne va pas le faire. Déjà avec 10 000, on n'y arrivera pas. Avec 1 million, on n'y arrivera jamais. Alors, dernière question qu'on peut se poser, oui, mais même s'il y a plein d'itérations, si une itération ne coûte rien, ça a l'air de rien coûter ces itérations qu'on fait. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Les itérations de la méthode de gradient sont chères. Parce que regardez ici, elles impliquent des produits, matrice, vecteur. Un produit matrice vecteur, quand vous avez une matrice pleine, c'est n carré opération, 2n carré opération. Quand vous avez une matrice creuse, c'est ordre de n opérations. Mais, de toute façon, c'est beaucoup trop cher à chaque itération de faire un produit matrice vecteur et de faire des centaines, des millions d'itérations. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour une matrice pleine, okay, une décomposition LU, donc ce que vous avez fait dans le devoir 4, une factorisation LU, c'est n cube sur 3 opérations, 2n cube sur 3, si on ne tient pas compte de la symétrie de la matrice. Et pour une matrice creuse, eh bien, le nombre d'opérations, eh bien, on sera de l'ordre de grandeur de n log de n, excusez-moi, n exposant, pardon, 3 quarts. Voilà. Donc, pour une matrice creuse, pour des problèmes plans, le nombre d'opérations pour effectuer la factorisation est excusez-moi, 4 tiers. Je fatigue. N exposant 4 tiers. Voilà. Donc, un peu plus que n. Un peu plus que n log n. Mais certainement pas n carré. Et donc, l'algorithme du gradient, tel qu'écrit comme ça, est parfaitement inutilisable pour résoudre des systèmes linéaires, mais c'est un bon début. C'est un bon début pour ce qu'on va voir après, qui est l'algorithme du gradient conjugué, qui lui sera super utile et qui est utilisé de façon massive pour résoudre des problèmes de mécanique, d'électromagnétisme ou de mécanique des fluides, partout, dans tous les domaines possibles. Alors, est-ce que l'algorithme du gradient est acheté quand même? Non, dans énormément de domaines, il est très utile. On fait de l'intelligence artificielle, les méthodes de descente du gradient, eh bien, pour faire du deep learning, c'est quelque chose qui est utilisé
100% massive, donc il ne faut pas le jeter. Mais pour notre application, on a beaucoup mieux, c'est ça l'idée. Donc on ne peut pas se permettre d'utiliser ça alors qu'on a beaucoup mieux, et c'est ce qu'on va voir maintenant.